Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter actuellement une expérience qu'on a menée aussi sur notre campus. Mais quand j'ai entendu les trois précédentes, je m'aperçois qu'on a des problématiques communes et beaucoup de choses que l'on s'est heurté ont été posées dans les questions précédentes et on va retrouver un certain nombre de points qui sont assez communs. Donc, je vais vous présenter un petit peu notre démarche, comment nous avons posé les questions, quelles sont les solutions que l'on a apportées, sachant qu'en la matière, beaucoup de questions et beaucoup de réponses, surtout, sont très locales et très dépendantes en fait de l'environnement, à la fois de l'environnement technique, de l'environnement pédagogique et des choix également qu'on a effectués sur notre campus. Alors j'ai fait ce travail avec Marie-Christine Monget, qui dirige la cellule TIS sur notre campus, qui n'est pas là aujourd'hui. Nous sommes tous les deux enseignants et nous avons donc une partie de notre temps seulement pour Moodle. Nous avons, nous aussi, comme pour beaucoup d'autres, peu de ressources à mettre en place sur Moodle. Donc on a besoin d'automatiser un certain nombre de choses, même si, vous allez le voir, nos chiffres par rapport à ceux de l'université ne sont pas tous de même nature, en fait. Donc je pense qu'il serait intéressant au départ que je vous resitue un petit peu le contexte, vous allez voir qu'il est assez différent du vôtre. Ensuite, je parlerai un petit peu de l'arrivée de Moodle sur notre campus, la démarche qu'on a adoptée et ce qu'on a défini pour la rentrée dernière. Principalement des procédures d'administration. Alors, procédures, pour le prendre au sens large, ce n'est pas uniquement des procédures de programmation, c'est une démarche, c'est la méthode suivie. Et je ferai un certain bilan de ce qu'on a mis en place et surtout voir ce qu'il nous reste à faire pour la rentrée prochaine et comment on va maintenant pouvoir essayer de pérenniser un certain nombre de choses pour continuer. Alors tout d'abord, notre contexte, c'est le contexte de l'Institut Télécom. L'Institut Télécom, vous devez le savoir maintenant, c'est le nouveau nom du GEP. Le groupe des écoles de télécommunications a changé de nom au 1er janvier 2008 et est devenu l'Institut Télécom. Et toutes les écoles donc, du GEP ont repris ce radical de marque. Et donc, Télécom et Management Sud Paris, c'est le nouveau nom de l'INT. Je demande d'avance m'excuser, c'est dans la présentation, j'emploie le terme INT. On est tellement habitué depuis bientôt 30 ans à employer ce terme-là qu'on n'est pas encore familiarisé avec le nouveau cycle. Donc, Télécom et Management Sud Paris représentent 3 écoles, 2 écoles d'ingénieurs, une école de managers. Mais je ne m'intéresserai qu'aux 2 écoles qui sont sur le campus d'Evry. La 3e école est à Lille. Et les 2 écoles sur le campus d'Evry, Télécom Sud Paris et Télécom École de Management, sont en fait une école d'ingénieurs et une école de managers qui partagent un certain nombre de ressources communes et également d'enseignements communs à travers notamment les langues et certaines semaines transversales. La particularité également de notre campus, c'est qu'on est axé sur l'éthique, aussi bien naturellement pour le côté ingénieur, mais également pour les managers. C'était une composante importante de cette école d'avoir une partie d'enseignement éthique dans leur cursus de base. Je parlais tout à l'heure du contexte. Vous voyez qu'effectivement, le contexte que l'on a sur le site d'Evry, c'est l'ordre de 200 enseignants-chercheurs, à peu près entre 1500 et 2000 étudiants en permanence, puisque certains sont en stage, sont en année de césure, donc pas tous présents physiquement en même temps. Donc c'est des chiffres très très faibles par rapport à ceux que j'avais tout à l'heure, près de 20 000, 25 000 personnes, etc. Par contre, on a des cursus eux aussi très variés, entre formation initiale, formation continue, des cursus master, master of science, et on va avoir les mêmes besoins malgré tout d'automatiser les choses, parce qu'en fait, même pour gérer 2000 étudiants, il faut des ressources derrière, on n'a pas de ressources humaines correspondantes. Alors Moodle sur le campus d'Evry, c'est 2 étapes importantes. À la rentrée 2006, c'était le passage de la plateforme Ganesha à Moodle. En effet, jusqu'en 2006, on a travaillé à Evry, autour d'une plateforme Ganesha, principalement pour des enseignements d'informatique. On avait mis en place un ensemble de cursus, et en particulier un cursus quasiment d'auto-apprentissage, de modules première année, majoritairement en auto-formation, et pour lequel on avait développé un ensemble d'outils. Ces outils ont été développés donc à l'aide en complément d'une plateforme
Et on avait donc mis en place un ensemble de procédures PHP qui allaient compléter l'usage des forums et d'autres outils de Ganesha. Et on espérait que cette plateforme Ganesha servirait également à d'autres enseignants pour d'autres cursus. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on a eu peu en fait d'utilisation de la plateforme. Donc on a décidé en 2006, en accord avec les scolarités, de promouvoir Moodle, et on a fait le transfert du dispositif, et on a commencé un petit peu à essaimer autour des enseignants pour diffuser Moodle. Globalement, l'accueil a été très favorable, mais on est resté à un stade d'expérimentation. En 2006, on avait en gros une quarantaine d'espaces de cours dans Moodle, et on avait donc majoritairement des cours d'informatique et quelques précurseurs dans des cours de langue ou certains cours particuliers. À l'époque, donc, l'administration était entièrement manuelle, avec les procédures standards de Moodle, et en récupérant un certain nombre d'informations qui provenaient d'une application locale, donc quelque chose de très très manuel. L'utilisation de Moodle dans l'année 2006-2007 a quand même suscité des demandes de la part d'enseignants, mais surtout aussi de la part d'étudiants. De plus en plus d'étudiants demandaient aux enseignants de mettre leurs ressources en ligne, et c'est le besoin fondamental, le premier besoin de tous, en fait, c'est d'avoir des ressources en ligne sur un accès commun. Et on a donc eu une demande grandissante, donc on a choisi, proposé, et c'était accepté par les scolarités, de déployer Moodle à la rentrée, de façon à ce que chaque enseignant, chaque utilisateur puisse avoir un accès. Donc on a pris une stratégie qui consistait à dire on va mettre en place un espace de cours dans Moodle pour chacun des modules enseignés sur le campus. C'est un choix qu'on a fait. Ça représente environ 300 modules de base. Tous ces modules sont existants sur Moodle aujourd'hui, mais tous ne sont pas utilisés sur Moodle aujourd'hui. Naturellement, chaque enseignant reste libre d'utiliser ou pas le compte correspondant. Tout à l'heure, je parlais de la création automatique, on en a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on crée un espace, au départ, il reste caché et l'enseignant est libre de l'ouvrir ou pas. Mais tous sont préparés au départ selon un modèle initial. Chaque utilisateur, donc chaque enseignant, chaque étudiant, a également son espace qui est ouvert dans Moodle automatiquement. Mais la rentrée 2007, pour nous, c'était également deux éléments importants, et même très importants dans notre petit monde. C'est d'une part la mise en place de nouveaux systèmes d'information. Donc c'est un logiciel, Open Portal, qui a été mis en place et installé à la rentrée 2007. Et avec cette nouvelle arrivant, on avait également un nouveau portail d'accès basé sur ISUP, qui était accessible à tous les étudiants en arrivant à l'INT. Alors ça, c'est un peu pour nous une opportunité d'avoir à la fois donc, un grand changement de principe général, puisqu'on avait trois grandes nouveautés, un nouveau système d'information, un nouveau portail, et également une généralisation de la plateforme. Ça a aussi des inconvénients, parce que pour certains, ce n'est pas facile de faire la part des choses entre ce qui dépend du système d'information, ce qui dépend du portail et ce qui dépend de la plateforme. Alors notre démarche a été très simple. On a commencé par essayer de réagir très pragmatiquement. À la rentrée, il fallait que chaque module, au moment de son ouverture, de son lancement, dispose d'un espace équivalent dans Moodle. Et il fallait que chaque étudiant puisse accéder au moins à la liste des cours correspondants. Donc on a mis en place trois types de procédures. Une première partie correspondant au compte utilisateur. Deuxième partie, sûrement la plus importante ici, les espaces associés à chacun des modules. Et une troisième partie, les inscriptions. Ensuite, en cours d'année, on a eu besoin de prendre en compte tous les cas particuliers qui allaient arriver, les exemptions, les redoublements de modules, les cas particuliers, des cursus, double cursus ou autres. Et donc, on a mis en place des procédures pour avoir un contrôle en fait, de l'état de notre système, des évolutions et des divergences qui allaient apparaître. Un étudiant qui n'était pas inscrit à un cours de sa promotion, ou au contraire, l'inverse. Pour l'instant, ce sont des procédures qui ont été plutôt des procédures de vérification quasi manuelle, des procédures qu'on lance manuellement directement. Et on se rend bien compte qu'aujourd'hui, la question qui va se poser à la rentrée, ça va être l'évolution, la synchronisation
et donc principalement de mettre en place des procédures qui soient des procédures de mise à jour automatique à partir d'informations externes. Alors la rentrée était pour nous la mise en place de la version 1.8. On travaillait jusqu'alors en 1.6, et donc on est passé en version 1.8 qu'on a installé à la rentrée, et on a pu pendant un certain temps travailler avec 2 instants différents. Si bien qu'on a pu construire sur la plateforme 1.8 la structure qu'on voulait mettre en place le plus possible en adéquation avec le nouveau SI qu'on utilisait. Donc on a utilisé en particulier pleinement les catégories pour représenter à travers les catégories la structure des cursus qu'on avait au sein de l'école. On a été amené naturellement à adapter certaines procédures, notamment nos ajouts qu'on avait apportés dans les espaces précédents. Sur la partie enseignement en présentiel et hors présentiel, on avait des fonctions qui traitaient des appartenances en tant qu'étudiant ou enseignant à un cours qu'on a dû adapter pour utiliser les rôles qui sont utilisés en version 1.8. À ces quelques remarques près, on a repris tout l'existant donc en version 1.6 qu'on a importé en 1.8 par un mécanisme classique de Moodle, de sauvegarde et ensuite de réimportation, avec une sélection de réinitialisation correspondante. Donc ça s'est traité un petit peu au cas par cas, où soit les enseignants l'ont fait eux-mêmes, soit on les aidait pour le faire, de façon à ne garder dans le nouveau cours que ce qu'ils voulaient garder l'année précédente. En termes d'activité, j'entends, puisqu'en termes d'utilisateurs, on avait tout remis à zéro à ce moment-là. Donc là, c'était pour le passage de la version 1.6 à 1.8. Restait maintenant donc à mettre en place la nouvelle structure pour tout le reste. Donc on a défini un prototype de cours, une espèce de modèle, de maquette très simple, qu'on a réalisé à partir des expériences qu'on avait tirées de l'année précédente. Et puis on a développé des procédures. Alors quand j'ai développé des procédures, c'est en fait soit on a repris des mécanismes Moodle, soit on a repris, comme certains l'ont fait par ailleurs, des fonctions Moodle qu'on a légèrement adaptées, simplifiées dans des temps, pour pouvoir travailler dans notre exemple à nous. Et puis on en a créé quelques autres pour faire la liaison avec le système d'information. Tout ceci s'est fait en fait pratiquement tout au long de l'année, parce qu'en fait le SI se mettait en place en parallèle et on ne disposait pas à chaque moment de toutes les informations nécessaires pour tout mettre en place à la rentrée. Donc on a dû en fait travailler toute l'année, du moins à des périodes charnières de l'année, au semestre en particulier, au changement de période, pour pouvoir adapter les parties correspondantes. Alors la première étape, c'est la création des comptes utilisateurs. Bon, ça a été très très simple, mais par rapport à tout ce que j'ai pu entendre tout à l'heure sur les synchronisations avec LDAP et autres, on a bien, nous, un système basé sur une classification à travers un annuaire LDAP, mais malheureusement, on ne peut pas se servir de la synchronisation directe entre l'annuaire LDAP et notre système, pour au moins 2 raisons. Premièrement, on a relativement peu d'évolution de l'annuaire LDAP, mais même dans ce cadre-là, notre dispositif tel qu'il est mis en place, nous ne disposons pas d'assez d'informations dans l'espace LDAP pour pouvoir gérer correctement les utilisateurs dans Moodle. En fait, l'information est répartie entre, d'une part, l'annuaire LDAP, mais également le système de l'information. Dans OpenPortal, c'est là qu'on a la majorité d'informations relatives à la scolarité. Donc en fait, on a utilisé une méthode un petit peu mixte, où on récupère l'information dans le SI et on complète, en cas de besoin, à travers LDAP. Alors dans le SI, on avait un ensemble de web services qui nous permettaient d'accéder à un ensemble d'informations. En particulier, on avait donc une fonction annuaire qui nous a permis d'importer automatiquement tous les comptes étudiants d'un côté, enseignants de l'autre. Donc là, ça a permis de créer en fait la base initiale. Et ensuite, on s'est servi des fonctionnalités de Moodle au niveau du profil utilisateur, avec notamment les champs supplémentaires. Donc on a créé des champs supplémentaires dans le profil de chaque utilisateur pour mettre une relation entre cet utilisateur et le système d'information OpenPortal. On a actuellement 4 ou 5 informations, notamment son identifiant et également son appartenance à différentes catégories, promotion, groupe et autres. Pour la création d'espace, donc là on est parti des catégories, puisqu'en fait on a calqué nos catégories Moodle sur les cursus tels qu'ils sont définis dans OpenPortal.
Et donc on a défini une maquette, un prototype de cours qui est assez simple. C'est un cours à thème avec 2 thèmes, puisque la majorité des besoins basiques, c'est en fait d'avoir un dépôt de documents. Donc 2 thèmes, ça correspond à un thème d'introduction où on aura des informations administratives, le syllabus, l'emploi du temps, des choses comme ça, et un deuxième thème avec les supports de cours. Et autour de ce schéma de base, on a organisé en fait les 2 bandes latérales, les blocs correspondants, en mettant d'un côté des blocs statiques, toutes les listes, liste d'apprenants, liste d'activités, liste de mes cours, et de l'autre côté les blocs dynamiques, les dernières nouvelles, les prochains événements, le calendrier, etc. Tout ce qui va être en fait évolutif. La procédure qu'on a mise en place récupérait donc à travers des catalogues d'Open Portal pour chacun des cours un ensemble d'informations. Et à partir de là, on va mettre en place une procédure qui ira directement dans la base Moodle, mettre à jour l'étape correspondante. Tous les cas particuliers seront traités séparément, en particulier pour les cours hebdomadaires, pour les blocs spécifiques, on fera de l'ajout ponctuel par derrière. Pour l'instant, c'est l'étape qu'on a choisi cette année, en espérant à terme pouvoir avoir un choix plus large au niveau enseignant. Donc cette procédure de création utilise donc le web service catalogue du SI, qui nous permet de récupérer pour l'instant relativement peu d'informations, mais au moins les principales, à savoir le titre du module, le code correspondant et les intervenants. En particulier, donc le responsable du module et les différents intervenants. Et à partir de cela, on a pu donc créer ce cours minimal dans Moodle, sachant qu'à terme, là aussi, on espère avoir plus d'informations en provenance du SI, de façon à pouvoir créer un cours beaucoup plus riche. Alors, une fois l'information récupérée, donc on met à jour les tables MySQL dans Moodle directement. On ne passe pas pour l'instant par des procédures Moodle. Alors, on n'a pas cherché pour l'instant à développer davantage cette partie-là, sachant que cette partie, en fait, ne nous servira sans doute plus. À terme, on fera de la mise à jour et non plus de la création. Donc là, on ne s'est pas trop posé la question de la pérennité du code en disant on fonctionne comme ça pour la première partie et après on fera plutôt en fait, des mises à jour. Donc créer un cours, en fait, c'est assez rapide ici. C'est simplement de créer une instance, lui associer un contexte et puis à partir de là, mettre en place la structure du cours, donc créer les instances de blocs correspondants et puis assigner les rôles aux intervenants. Donc, par défaut, le coordonnateur est enseignant-éditeur et les autres intervenants sont simples enseignants dans le cours correspondant. Par contre, on n'a pas pris en compte à ce niveau-là l'inscription des étudiants. Alors, pour 2 raisons, c'est qu'en fait, on va avoir 2 procédures différentes pour faire cela, selon qu'on travaille sur des promotions entières ou sur des groupes. Donc, pour l'inscription des étudiants, on a une première procédure au niveau des promotions qui consiste à aller récupérer une catégorie. À partir de la catégorie, on peut récupérer un cours ou l'ensemble de ses cours. Et on va récupérer, dans un deuxième temps, tous les utilisateurs qui ont la catégorie correspondante, donc qui correspondent à cette promotion-là. Et on va les inscrire automatiquement. Alors pour l'inscription, on passe par un fichier à plat, un fichier CSV, qui est ensuite donc récupéré directement. Pardon, je passe à la deuxième méthode, excusez-moi. Pour la partie promotion, donc, on prend bien effectivement, on récupère la liste des catégories. Pour chaque catégorie, on a la liste des cours correspondants. Et donc, on récupère par ailleurs la liste des utilisateurs qui correspondent à cette catégorie et on va leur mettre directement le rôle associé dans chacun des cours. Donc là, on va travailler directement au niveau de l'assignement du rôle correspondant. Par contre, pour les modules à la carte, donc c'est les électifs en 2e année, c'est des choix des voies d'ouverture en ingénieur, c'est différents modules pour des options ou des majeurs, ou bien pour des groupes de travaux pratiques, des groupes de TD. Là, on utilise en fait un autre mécanisme, puisque dans le système que l'on utilise, un groupe, au sens Open Portal, s'appelle un organisme. Tout est organisme, en fait, dès l'instant où on a un ensemble de personnes, un ensemble d'utilisateurs, c'est géré comme un organisme. Donc là, on va interroger directement Open Portal, non pas à travers un web service, parce qu'il n'y en a pas disponible, mais à travers une requête dans la base aussi directement, de façon à lister tous les utilisateurs inscrits pédagogiquement sur un organisme. Et ce résultat
nous permet de pouvoir définir un fichier à plat qu'on va ensuite utiliser par la fonction d'importation d'utilisateur dans Moodle, avec la possibilité de changer les caractéristiques du compte. Donc le bilan de notre expérimentation, c'est qu'on a réussi donc à créer en fait tout ce qui nous était nécessaire pour fonctionner cette année, à savoir pouvoir créer donc les comptes utilisateurs, les espaces de cours associés à chaque module, et également donc les inscriptions des utilisateurs dans les différents groupes. En cours d'année, donc, on a traité tout ce qui était cas particuliers de façon marginale, mais traité à la main, et on a mis en place un ensemble de procédures qui vérifiaient la cohérence des modules par rapport à la structure initiale, notamment le fait que dans une promotion, tous les étudiants suivaient bien les cours correspondants, ou s'ils ne le suivaient pas, on pouvait vérifier qu'ils étaient bien exemptés du cours ou dispensés du cours correspondant. On s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des procédures qu'on a mises en place ont servi à mettre en place effectivement une structure, donc à créer l'environnement dans Moodle, mais qu'à la rentrée, les questions qu'on va se poser seront assez différentes. Par rapport à certaines questions qu'on a entendues tout à l'heure, il est effectif que nous, à la rentrée, on a d'autres questions à se poser sur le passage d'une année à l'autre. Alors, nos perspectives pour la rentrée, notre travail pour tout cet été, c'est en fait d'une part de préparer la version de la rentrée qui sera la version 1.9. Donc on va commencer par étudier les impacts de l'évolution de 1.8 à 1.9 par rapport à nos procédures, au sens large du terme ici. Et en particulier, il y a un aspect qui va certainement intervenir, c'est sur la notion de groupe. On va sûrement avoir des choses à faire à ce niveau-là. Ensuite, on va avoir un mécanisme d'inscription qui va consister à prendre en compte les nouvelles inscriptions. Donc là, il y aura une mise à jour en termes d'inscription pour retirer les inscriptions actuelles par les différents espaces et rajouter les nouvelles. Et ça va se faire donc en fonction des rentrées scolaires correspondantes. Et ce qu'on voudrait absolument faire, c'est mettre en place des procédures qui actuellement sont manuelles, les rendre automatiques pour faire la synchronisation entre les organismes au sens open portal, les groupes correspondants, et les espaces dans Moodle. Alors pour l'instant, il nous manque encore des informations, c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations disponibles dans notre SI pour pouvoir faire une correspondance totale entre les cursus et les étudiants associés. En parallèle, on se pose d'autres questions, notamment le passage d'une année sur l'autre. Comment gérer les étudiants qui passent en deuxième année? Est-ce qu'on leur laisse accès aux ressources? Est-ce qu'on les duplique? Est-ce qu'on leur donne accès à un sous-ensemble? Tout à l'heure, j'entendais une question, j'aimerais bien retrouver mon wiki de l'année dernière. Est-ce qu'en fait, un enseignant qui a son cours en première année voudra que les étudiants de la deuxième année y aient toujours accès avec les mêmes informations, ou uniquement à certains supports? Voudra-t-il qu'ils participent à l'année courante? Bon, pour l'instant, c'est une réflexion qui n'est pas achevée. Je pense qu'on va sans doute s'orienter vers un système de duplication des cours existants, avec une phase de réinitialisation, un peu comme on l'a fait l'an passé, mais de manière généralisée, et puis de mettre en place à côté une espèce de repository dans lequel tous les étudiants pourront avoir accès aux cours qu'ils ont eu l'année précédente. La question qui se pose pour l'instant sera la granularité de cet espace. Quelles seront les données qu'on remet dedans? Est-ce qu'on mettra uniquement les supports? Est-ce qu'on mettra également tous les aspects interactifs, tous les posts du forum, tous les wikis, tous les outils correspondants? Pour l'instant, on n'a pas résolu. Il est vrai que les usages que l'on a sont majoritairement du dépôt de documents, mais il y a quelques enseignants qui ont pas mal utilisé de fonctionnalités interactives et donc ont peut-être des besoins particuliers. Donc là, la réflexion, elle est en cours actuellement. On espère aussi travailler en amont, au niveau des deux systèmes, donc le SI d'une part et le LDAP, de façon à bénéficier, à récupérer un maximum d'informations en entrée, de façon à pouvoir automatiser le maximum de procédures. Et en parallèle, on évolue également, on réfléchit également sur les possibilités, parce qu'on a de plus en plus de demandes qui arrivent sur des nouvelles fonctionnalités. Alors ça va de mécanismes très simples qu'on peut mettre en place facilement, comme la présentation de certaines activités, à des fonctionnalités qui sont parfois des modifications mineures ou majeures, selon le cas, des activités existantes. Alors là, on ne sait pas si on va effectivement se lancer dans des développements particuliers ou si on va au contraire
choisir une stratégie plus rigide. Ça devient une question qui se pose en fait sur l'évolution. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous avez des réponses, sachant que on est quand même très proche en fait d'une particularité locale, il y a pas mal de points qui sont tout à fait spécifiques. Pas de questions? Sur les motivations qui vont pousser à passer Ganesha en fait à... Alors la motivation en fait principale, c'était que Ganesha nous convenait tout à fait pour nos dispositifs expérimentaux, notamment le domaine informatique, mais qu'on n'avait pas du tout d'adhésion d'enseignants d'autres domaines. Et on n'a pas réussi à essayer en fait de façon à généraliser l'usage d'une plateforme. Et donc à ce moment-là, on a eu contact avec d'autres, on a fait une recherche un petit peu, et en fait, on a choisi Moodle à ce moment-là, pour diverses raisons, entre autres, mais bon. Et on a relancé donc l'expérimentation locale, et là, c'était très rapide et très net. La prise en main des utilisateurs est très rapide, et on a eu très rapidement une demande des utilisateurs, à la fois de beaucoup des étudiants, mais également des enseignants qui participaient aux expériences précédentes sur l'informatique, qui voulaient la mettre en place pour leur domaine aussi. Et donc c'est comme ça qu'on est... Oui. Oui, concernant l'accès aux ressources pour les élèves N+1, même tous les élèves du campus, nous, à Télécom Bretagne, on a ouvert un espace de cours qui s'appelle le centre de ressources. Accès à tous les polis de l'école, ce qui fait que les enseignants déposent automatiquement leur polis dans cet espace, et c'est accessible à tous les élèves de l'école. Donc, les élèves qui passent en deuxième année, par exemple, ont quand même accès à leurs cours de première année, à leurs éléments de cours de première année, mais ils ont aussi accès aux éléments de cours de troisième année ou de master. C'est la solution qu'on a trouvée. Donc actuellement, on a à peu près 93% des supports de cours de l'école qui sont en accès libre à tous les élèves. Oui, effectivement, je sais que on a au niveau de scolarité, des directeurs de scolarité qui connaissent le modèle de Brest, effectivement, et qui sont très très partants. On a aussi la particularité d'avoir deux écoles sur le campus, donc deux directions de scolarité, qui n'ont pas toujours les mêmes besoins au même moment. Et donc là, on n'a pas pour l'instant eu, disons, une adéquation globale pour dire tout le monde accès à tout. Donc la question pour l'instant, c'est de savoir quelle sera la visibilité qu'on veut offrir. Est-ce qu'on offrira à un étudiant l'ensemble des cours qu'il a suivis, l'ensemble de tous les cours? Est-ce qu'on peut autoriser un enseignant à avoir tous les polis, etc. Là, c'est des questions qui ne sont pas tranchées et qui sont, chez nous, peut-être plus délicates du fait que des deux écoles. Mais on est intéressé par cette solution de repository, effectivement, qui a mis en place. C'était aussi une volonté de notre direction, Tout à fait. mise à disposition à tous les élèves. Et on sent bien, en fait, qu'il y a toujours quand même un aspect fondamental, c'est l'implication de la direction de la scolarité. Et donc là, on est parti, nous, c'est à partir de cellules KISS qu'on a mis en place la plateforme Moodle. On a un appui de scolarité, mais on n'a pas forcément, disons, une prise en compte plus poussée. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire la démarche d'inciter davantage ou d'en faire une publicité. Ils sont partants, au contraire, bien sûr, mais il manque en fait une impulsion plus forte, à mon avis, pour que ça puisse aller au-delà. Voilà, que ça soit. On a un peu fait le forcing en fait dans notre solution, puisqu'on a créé automatiquement tous les cours. Et comme je disais dans une question, on a mis en sorte que l'étudiant voit l'ensemble des cours de son cursus, l'ensemble des modules correspondants, et qu'ils soient ouverts ou non. Et naturellement, c'est lui qui va faire le forcing. Et on se rend très bien compte, si on regarde les statistiques sur notre plateforme, qu'en première année, quasiment tous les espaces ont été ouverts. On doit être à peu près à 80 et quelques % d'espaces ouverts en première année. Par contre, en deuxième année ou en troisième année, pour les modules à la carte et les modules électifs, on a un taux qui est beaucoup plus faible. Bon, ce n'est pas les mêmes promotions, c'est évident, mais on n'a pas non plus la même pression par derrière. Oui. Mais vous ne pouvez pas interdire à un élève de deuxième année de recliquer sur le lien d'un cours et de s'y réinscrire.
On n'autorise pas la réinscription pour l'instant. En fait, les choix qui ont été faits, il y a un certain nombre de choix qui ont été faits en amont, et notamment le fait de ne pas autoriser l'inscription française. D'accord, donc les cours sont. Par défaut, elle n'est pas elle est faite. cachée. Elle n'est pas faite par défaut. Chaque enseignant est libre de le faire, donc à la création, il y a un certain nombre de valeurs par défaut, et entre autres, il y a une clé qui est mise, et elle est cachée. Après, l'enseignant peut très bien l'ouvrir, le rendre ouvert aux invités, faire tout ce qu'il veut, mais par défaut, c'est pas fait. Par défaut, c'est pas. Oui. Vous n'avez pas un règlement par rapport à votre institution? Parce que par exemple chez nous, dans le règlement, il y a de telle sorte que l'étudiant a le droit de pouvoir avoir le contenu pédagogique 3 ans après qu'il ait suivi le cours. Donc, par obligation, on se doit, nous, de lui laisser l'accès au cours qu'il a eu il y a 3 ans. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas dans le règlement effectivement d'obligation de ce type-là. Et la question n'a pas été posée dans la mesure où il n'y a pas eu un modèle institutionnel qui mette en place la plateforme. Donc pour l'instant, c'était majoritairement des supports traditionnels. Donc là, ils ont effectivement les supports et ils les ont à vie en fait. Le polycopier, il le garde effectivement toute sa vie, effectivement. Il en fait ce qu'il veut derrière. Donc là, c'est vrai qu'il y a un mécanisme d'authentification qui fait qu'il faut se poser la question différemment. Merci. Passe la notion.